Ce soir, on va pas parler vraiment paranormal, on va pas parler non plus, on va pas parler non plus, ésotérisme et cetera, ni ufologie. Heu, merci choupi. Et puis voilà, on va parler de ça, on va parler voilà, je vais y arriver, on va parler, criminalité, mais ça risque de durer, 1 mois ou 2, hein, c'est vite, voire peut-être plus, donc voilà. Hem, Comment? On va parler, criminalité. J'ai pris, des personnes qui sont connues depuis, très longtemps parce que ça date d'il y a des années. Déjà, Marie, Besnard, ça date, des années, 1949, un truc comme ça. Et l'affaire, Charles Manson qui était l'histoire d'un gourou, c'est aussi dans ces années-là, dans les années 60 puisque c'était, une secte, qui était ouverte, une secte dite hippie. Merci, Jo, c'est gentil. Et puis voilà, donc on va parler de ça. Pourquoi j'avais envie de parler de ça? Bah, parce qu'on avait déjà fait des dossiers sur des criminels, des dossiers qui avaient été sensibles et qui avaient, terrorisé, même, je vais dire le monde entier, parce que l'affaire Manson, elle s'est passée aux USA. Mais, bah, moi je suis quand même quelqu'un qui suis né dans les années 60, 69, oui, mais, oui, tu peux Stella, mais ne m'identifie pas dedans, tu mets mon pseudo, mais sans identification pour que ça ne passe pas sur mon compte perso. Voilà, parce que comment? J'ai ma mère naturelle qui est amie avec moi et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si elle est là dans de bonnes intentions ou pas. Donc déjà de ce côté-là, je fais vraiment attention à ça. Et puis, vous savez comme moi que je ne parle plus à ma fille et que, j'ai pas envie que ce soit répété du côté de mon ex et cetera. Donc voilà, on va faire attention de ce côté-là. Et après, beh, si on te demande, Stella, tu envoies mon compte en privé. Il y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, donc du coup, on va parler de ça. Heu, ah merci, c'est adorable. Vous êtes vraiment adorable, merci beaucoup. On va parler donc, de Marie Besnard et de Charles Manson, parce que, bah, je voulais revenir sur ces thèmes-là, merci, Sévi. Je voulais revenir sur ça, parce que ça faisait très longtemps qu'on en avait parlé. Alors j'ai déjà commencé un nouveau thème pour un prochain live, mais j'avais pas eu le temps de le terminer. Parce qu'avec, les analyses qu'on a fait, les montages d'analyses et cetera, ça m'a pris pas mal de temps et j'ai encore une analyse à terminer que j'ai pas encore du tout commencé, hein, ça c'est la dernière. Après on voudrait mettre en place quelque chose avec, Nancy, ça on vous l'a proposé, je verrai avec elle si, par exemple, elle est dispo pour faire la séance de Ouija, dans son cabinet où elle travaille, dans son atelier. Donc ça, je vous tiendrai au courant et puis voilà. Voilà, voilà. Tout ça, jusqu'au mois de mars. Après, je ne sais pas quand on reprendra vraiment les enquêtes. Il faudrait peut-être que je fasse aussi quelque chose chez moi parce que je pense que, malgré que j'ai fait des nettoyages et tout ça, il y a quelque chose qui se passe dans mon bureau parce que, là, vous voyez, Hardy est là. Mais ça fait au moins, 3-4 jours que, Chachou veut plus venir le soir. Il vient, il mange ses bonbons, Jim aussi, mais après ils veulent sortir du bureau
Ils veulent pas rester. Donc je pense qu'il doit y avoir, potentiellement quelque chose qui les dérange. J'ai pas encore fait de nettoyage, donc j'envisage peut-être de faire quelque chose ici. Alors, vous le savez, ici, c'est toujours très soft, hein, c'est toujours les lampes de poche, les trucs basiques, mais on pourrait obtenir de beaux résultats et en même temps, voir s'il y a pas un message derrière, un truc du genre. Donc je vous tiendrai au courant, vis-à-vis de ça aussi. Donc voilà. Allez, on va commencer donc, sur le live. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Marie Besnard, qui était, appelée l'empoisonneuse? Il y a eu un film d'ailleurs qui est sorti, avec attendez, je cherche, l'actrice, je le dirai 100 fois, mais je vous jure que je dirai son nom 100 fois. Je vois sa tête et tout. Bonsoir Alex, comment vas-tu? Le nom ne me dit rien. Hem, je cherche le nom de l'actrice, mais ça me revient plus dans la tête, mais quand ça me reviendra, je vous le dirai. Il y a un film qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle justement, Marie, Besnard, l'empoisonneuse. Heu, si j'arrive à vous le trouver, je vous le mettrai dans le Discord. C'est, Alex, il est là au-dessus, Choupi, son pseudo, c'est, Alex au rapport. Voilà. Ça va bien, merci beaucoup. Hem, donc son nom de naissance, on va y arriver, son nom de naissance était, Marie, Joséphine, c'était son prénom, Philippine, Davaillot et elle est née le 15 août 1896 à Saint-Pierre-de-Maillé et elle est décédée, le 14 février 1980. Elle a vécu quand même, assez âgée, à Loudun, qui est su et elle est surnommée donc l'empoisonneuse de Loudun. Oui, j'ai vu le pseudo, mais je me souviens plus de lui, désolée. Oh, mais il vient seulement de temps en temps, Choupi. Mais quand on vient régulièrement, c'est vrai qu'on reconnaît les personnes parce que je leur mets le exact, Stella, tout à fait. Alors, elle a été soupçonnée d'être une tueuse en série et elle reste au centre d'une énigme, judiciaire française, la plus grosse peut-être du XXe siècle. Parce que, elle a été arrêtée certes, jugée certes, mais pas, condamnée comme étant coupable et c'est de ça dont je vais vous parler. Donc je vais vous parler, le nombre de personnes déjà qu'elle a empoisonnées, on va voir tout ça ensemble, mais après, vous verrez qu'elle a pas été condamnée. Donc le 21 juillet 1949, elle est donc inculpée, comme je vous dis, pour meurtre par empoisonnement sur, 12 personnes, dont son propre mari. Ah merci, c'est gentil. Hem et l'histoire se passe donc dans la ville de Londres, où il y a plus ou moins 5 500 habitants à l'époque et c'est là que l'affaire Urbain Grandier a fait énormément de bruit, et on observe beaucoup de similitudes entre les 2 affaires, dont la part très importante des rumeurs, bien évidemment, qui ont joué dans l'arrestation, de Marie Besnard, comme dans celle d'Urbain, Grandier d'ailleurs. Coucou Véro, comment était ta pizza? Est-elle arrivée à temps? Tu as raté le démarrage de live, raté. Je n'avais plus de son, j'ai dû changer de logiciel. Heureusement que j'ai StreamYard, n'empêche, pour passer de l'un à l'autre. Alors Marie-Joséphine
est née donc le 15 août, comme je disais tout à l'heure, dans un hameau de Libourau, dans la commune de Saint-Pierre-de-Maillé, et c'est la fille de Pierre-Eugène, Davaillot, qui était un cultivateur, et de Marie-Louise Antigny. Elle fait des études chez les sœurs, puis elle va à l'école laïque de Saint-Pierre-de-Maillé, et elle a une fièvre, typhoïde, qui vient interrompre sa scolarité à l'âge de 12 ans. Mais tant mieux. Heu elle commence donc sa vie en aidant donc ses parents, puisque elle n'a pas son certificat d'études. En 1914, elle s'éprend d'Auguste Antigny, un cousin germain qui était né en 1898, dont la santé était vraiment très fragile. Il est tout le temps malade, et il doit être réformé d'ailleurs quand, la guerre, éclate. Les Davaillot, eux, s'opposent formellement à ce mariage en raison, déjà de l'état de santé du jeune homme, mais le 12 avril 1920, Marie finit quand même par épouser, son cousin, hein. Le couple n'a pas d'enfant, et Auguste meurt d'une pleurésie, consécutive à la tuberculose le 1er juillet 1927. Coucou Chucky, ça va et toi? Elle est dépressive, donc Marie part se reposer, chez sa cousine, à Loudun, justement en septembre, 1928. Elle y rencontre Léon, Besnard, qui est, cordier et qui est un gros propriétaire foncier, et lui va la courtiser. Même lorsqu'elle retourne chez elle à Saint-Pierre-de-Maillé, eh bien, il va continuer à la courtiser. Il va pas, la laisser tranquille, et donc elle va l'épouser en 1929, et le couple, comme ça, a l'air d'être heureux. Mais il y a toujours pas d'enfant. Donc pour la deuxième fois, elle est mariée, mais elle n'a toujours pas, d'enfant. Comment? Marie, donc Besnard doit subir donc, une avérectomie à la suite d'une péritonite en 1942, et elle est une épouse extrêmement économe, et le couple, malgré qu'il vit confortablement, suscite évidemment énormément de jalousie, des rumeurs qui prêtent notamment des amants à, l'épouse. Donc on va lui inventer, des amants, parce que vous savez comment ça va, hein, dans les petits villages. Surtout encore plus à ces époques-là qu'au jour d'aujourd'hui, quand il y avait, un couple qui était trop bien, ou que ça fonctionnait, super bien, ou qu'il y avait pas d'enfants, qu'il y avait de l'argent. Il y a toujours ce besoin de raconter des choses qui sont vraies ou pas. Et bien souvent, ces gens aiment bien colporter un petit peu toutes sortes, et c'est ça choupi, et se mêlent de choses qui ne le regardent pas. Bonsoir Shalom, comment vas-tu? Je t'avais vu en début de stream, parce que quand j'ai buggé, j'avais été voir, si, tout le monde avait reçu la notif, et donc j'avais été voir si Ryan, et tout ça étaient là, pour me dire si le son était bon, et en fait, j'avais vu que tu étais déjà connecté. Bonsoir Carpaccio, comment vas-tu? Le 16 octobre donc 1947, elle est alors âgée de 53 ans. Qu'est-ce que je raconte moi? Léon, lui, est âgé de 53 ans, et elle est âgée de 51 ans, et ils sont mariés depuis 18 ans. Ils partagent un repas champêtre dans une ferme,
qui est une ancienne, exploitation agricole de ses parents et avant de reprendre la route, eh bien, Léon est malade, il est victime, d'un malaise et il vomit. Concha, c'est une émote. Hem, Son état s'aggrave les jours suivants et le médecin de famille, donc le docteur Gallois, exclut à cette époque-là déjà une intoxication alimentaire. Tous les convives qui étaient en bonne forme et tout le monde va bien, il y a personne d'autre qui est malade, donc c'est pas possible que ce soit une intoxication alimentaire parce que sinon d'autres auraient été bien évidemment malades et comme tout le monde est en pleine forme, il diagnostique une crise de foie, mais la prise de sang de Léon révèle un taux d'urée de 1,41 grammes. C'est énorme. Il décède le 25 octobre 1947 et son décès est attribué évidemment à une crise, d'urémie, et donc l'affaire, Besnard va alors débuter à ce moment-là parce que la voilà veuve pour la deuxième fois et les gens vont trouver ça bizarre que, 2 fois ses maris, décèdent, de maladie. Même si son premier mari, il était déjà, en très mauvaise santé quand elle l'a rencontré et qu'elle s'est mariée. Ici, ce n'est pas le cas, mais les langues vont aller, bon train, bien évidemment. Mais pourquoi elle aurait attendu 18 ans? Ah! Au cours de son agonie, il y a de nombreux amis qui sont venus donc rendre visite à Léon, dont, Louise Pintou, veuve l'employé des postes, amie et locataire des époux, dont la rumeur prétend qu'elle est la maîtresse de Léon. Tu sais bien comment ça va, choupi. Quelques jours après l'enterrement, eh bien, madame Pintou confie à un proche, Auguste, propriétaire du château de Montpensier, qui est situé dans la Vienne, et maniaque de la délation, que elle va raconter que Léon, avant de mourir, lui a confié que sa femme lui avait servi de la soupe dans une assiette où se trouvait déjà un liquide. Auguste Mazip va consulter un dictionnaire médical et va observer que les symptômes de la mort de Léon, vomissements, crise d'urémie, œdème pulmonaire, sont ceux d'un empoisonnement à l'arsenic. Aussi va-t-il écrire une lettre au procureur de la République le 4 novembre pour lui faire part de ses doutes. Il s'est senti, pousser des ailes, il se prend pour un policier et il fait des recherches comme ça et c'est de là que va commencer l'histoire. L'affaire va donc être classée à cette époque-là et les rapports des gendarmes vont signaler que madame Pintou est fréquemment en congé, pour neurasthénie et que monsieur Mazip Auguste est un peu un illuminé, voilà, et qu'il a la manie d'écrire à n'importe quelle autorité, même au président de la République, pour y exprimer des pensées. Donc du coup, à ce moment-là, ça ne va pas être vraiment pris en ligne de compte. C'est répandu l'arsenic. Oui, après il y a pas que l'arsenic, hein, mais il y a le thallium aussi, d'ailleurs le film il a complètement disparu, il est impossible de le trouver sur internet. C'était un film que j'ai regardé dans les années 90 sur Canal+, s'il vous plaît. Ça date d'il y a une plombe et ce film, c'était le manuel du jeune empoisonneur et il tue, hein, il empoisonne, des personnes au thallium, mais avec, une façon très particulière pour pas se faire pincer, et cetera et il tue pas mal de gens
Par la suite, j'ai essayé de retrouver le film, bah, sur YouTube, sur internet et cetera. Impossible de trouver ce film. Pourtant, il existe. Il existe parce qu'il est notifié sur Google, vous le trouvez, mais trouver le film en lui-même, c'est impossible. Alors je pense que c'est parce qu'on explique beaucoup de choses, il y a aussi le liquide blanc là, je me souviens plus le nom. Le liquide blanc, le liquide blanc, c'est pas un effet Mandela? Non, je pense pas, je pense pas. Pour tuer? Je vois pas. En même temps, je suis pas une spécialiste dans les poisons. Après, bien souvent, il y a des gens, ils utilisaient, de la morora, des trucs du genre et là, dans la morora, il y a de l'arsenic aussi donc mais je vois pas, quel produit tu veux dire, Choupi? Oui, le cyanure aussi. Genre, tu as inventé un film qui n'a jamais existé. Non, 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 je l'ai vu, je te jure que je l'ai vu le film. Je l'ai vu, je suis certaine de moi. Si vous tapez sur internet et que vous cherchez après, vous allez le trouver. Mais il est impossible de le trouver. Je peux même vous le montrer, hein. Mmh. Alors, le manuel du jeune empoisonneur, il est sorti en 1995. Heu et le synopsis, c'est: en 1961, au nord de Londres, Graham, 14 ans, passe son temps à jouer au petit chimiste. Il est obsédé par l'antimoine et le thallium. Pour devenir le meilleur toxicologue, il décide de tester ses théories sur sa belle-mère Molly. Mais les expériences tournent mal, sa sœur perd un œil, Molly est défigurée, son père hospitalisé. Graham se trouve donc en prison dans un service de psychopathes, dangereux. En 1969, il est libéré sur parole à l'usine où il travaille. Il déverse une réserve d'antimoine, une histoire inspirée de la vie de Graham Young, l'empoisonneur de Bovington. Donc c'est vous voyez, c'est tiré d'une histoire vraie. Attends, je vais le mettre là. Tac, voilà. Si vous voulez aller voir, beh, vous irez voir, vous verrez. Donc non, le film, il existe vraiment, Carpaccio. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un mystérieux incendie au château, de Montpensier le 17 octobre 1948, suivi d'un étrange cambriolage au domicile de madame Pintou, où rien n'est volé, mais où tout a été dispersé sans dessus dessous. Donc elle va aller porter plainte. Ça va parler de Manson. Il faut savoir que j'ai un thème astral quasi similaire à lui, limite le même. Scorpion quand le même ascendant Verseau avec le nœud nord et notre lune en Verseau aussi, le Mercure et le Vénus en Scorpion, ainsi comme moi de même, je vais mal finir. Mais non, ça ne veut rien dire. Une injection de l'état. Ah oui, mais ça c'est ce qu'on donne, aux prisonniers dans les prisons, c'est encore différent. Donc évidemment, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va déposer une plainte et le 5 février 1949, elle persuade les 2 accusateurs de Marie que c'est une sorcière à l'origine de ces, 2 autres faits et donc elle va s'empresser donc de la dénoncer. Les détails de ces témoignages ainsi que le nombre de rumeurs sont portés à la connaissance de la gendarmerie et puis d'un juge. Dans ces rumeurs, on aura entre autres le fait que Marie est devenue riche en héritant des immeubles et des terres agricoles de son mari, bien évidemment. Vous savez, hein, l'argent
ça apporte toujours, ça apporte toujours des, comment je vais dire? Des rumeurs et cetera, il faut tout le temps raconter des: «Coucou Lily, comment vas-tu?» N'importe quelle configuration astrale peut mal tourner. Voilà, je suis d'accord avec toi, Carpaccio, il faut pas être nécessairement d'un signe. On peut avoir, par exemple, le même signe et ne pas être du tout pareil. Par exemple, je suis Capricorne. Je suis Capricorne, mon ascendant c'est, Sagittaire, qu'est-ce que je raconte? Scorpion et de signe lunaire Cancer. Eh beh, je t'assure que, je ne suis pas, semblable à certaines autres personnes qui sont Capricornes et qui ne sont pas du tout comme moi. Mais pas du tout, du tout, du tout, hein, et pareil pour, des personnes qui auraient des ascendants Scorpions, après il y a les maisons, il y a les il y a plein de trucs et puis il y a ton propre caractère aussi. Toi, par exemple, après Carpaccio, je te connais pas dans la vraie vie, donc je peux pas encore comparer, tu vois? Mais je connais des personnes, dans la vraie vie, coucou Méphisto, qui sont du même signe que moi et qui n'ont rien à voir avec moi. J'ai toujours la même couleur de cheveux contrairement à Lydie. Ah, c'est malin. Bah, écoute, j'envisage de faire des petites colorations, mais il faut que je prenne mon temps pour faire ça et pas faire n'importe quoi. Sinon, j'ai déjà, plein de projets, et mon meuble est plein, mais il faut que je trouve et que je ça me prenne comme ça. Donc ce qui se passe, c'est que tout ça va arriver aux oreilles d'un juge et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire, une commission rogatoire le 9 mai 1949 et elle va être entendue, mais les charges ne sont pas assez suffisantes. Mais le juge, diligent va demander l'exhumation du corps de Léon le 11 mai 1949, donc 2 jours après. Les prélèvements sont expédiés à un médecin légiste marseillais, le docteur Bérou, qui découvre dans les viscères de Léon de l'arsenic pur. Le taux naturel d'arsenic dans le corps humain est de, 100 Hg, par litre de sang. Et là, il est beaucoup plus haut. Le cambriolage qui est survenu chez madame, Pintou et les témoignages de nombreux habitants de Loudun attirent l'attention de la police, les magistrats aussi et de la population sur de nombreux décès survenus dans l'entourage de Marie. Le commissaire principal, de la police judiciaire de Limoges envoie enquêter l'inspecteur, Normand sur les décès suspects dans la famille, Besnard. Sympa ce village de Loudun. Oui, après il y a eu beaucoup de, comment? De rumeurs qui ont fait naître ça. Je suis sûre que si elle avait été dans une grande ville, peut-être qu'on ne l'aurait jamais, on ne l'aurait jamais, on ne l'aurait jamais inculpée parce que là, les gens, ils ont raconté ci et là et du coup, ça a éveillé l'attention et on a fait des recherches. Entre Besnard et possédé. Il y a donc des mobiles, hein, qui paraissent évidents, aux instructeurs, qui est d'abord l'argent. Oui, c'est ça, dans les petits villages, ça va super vite, exactement. Marie, Besnard a directement ou indirectement recueilli par héritage des biens de toutes ces personnes. Elle possède et gère ainsi une fabrique prospère de cordes et ses biens sont saisis, privant l'accusé de payer sa mise en liberté sous caution. Charles Trenet, à ce moment-là, propose d'acquitter la somme. Il y a la passion aussi. Marie, Besnard aurait, paraît-il, noué une relation intime avec un ancien prisonnier allemand, Alfred Dietz, que les époux
avait conservé comme tâcheron. En effet, il travaillait sur place et il était extrêmement fidèle et ça, on le voit dans le film, il était extrêmement fidèle, à Mme, Besnard, mais ça ne fait pas de lui un amant. C'est pas parce que vous avez quelqu'un qui travaille chez vous et que c'est de votre sexe opposé que directement voilà. Mais le problème, c'est que dans les petits villages, il y a toujours des langues de vipère. Il va y avoir 3 procès. La première raison de l'acquittement tient, à l'attitude du docteur Bayrou lui-même. Il se défend difficilement face aux avocats. Et la défense fait valoir également que des erreurs d'étiquetage dans des bocaux contenant des prélèvements ont été commis, certains bocaux pouvant avoir été perdus ou remplacés. Donc il y a déjà eu des erreurs à ce niveau-là et ça, c'est vrai que c'est un manque de d'organisation parce que ça ne devrait pas arriver justement. Ça ne devrait pas arriver que, des choses aussi importantes que des prélèvements, d'organes à l'intérieur des organes et cetera, soient mélangés avec d'autres. Ça ne peut pas arriver. Il y a une enquête au cimetière de Loudun qui permet de démontrer, alors là, c'est un truc de fou, que, le sufftage des fleurs, la décomposition du zinc, donc de l'arsenic, est normalement contenu dans le zinc commercial issu des ornements funéraires tels que les crucifix en métaux, les toitures, les chapelles et l'arséniate employé contre, le, doryphore de la pomme de terre cultivée à proximité par le gardien peuvent avoir saturé la terre du cimetière d'arsenic et justifier donc une, contamination post-mortem. Donc le fait d'avoir retrouvé, dans ces viscères de l'arsenic, eh bien, ça peut être un empoisonnement, comme ça ne peut ne pas en être un. Parce que évidemment, vous le savez, dans un cimetière, il y a toujours des croix en métaux. Il y a des toitures, vous avez les toitures des chapelles et cetera qui sont environnantes. Vous avez aussi, celles, allez, comment ça s'appelle? Allez, les où vous avez plein de caveaux. Oui, les caveaux, voilà. Les caveaux, il y a aussi des toitures. Vous avez donc, le produit qu'on met, pour les pommes de terre qui, en l'occurrence, ne sont pas loin du cimetière et qui auraient pu contaminer. Donc, du coup, eh bien, les choses un petit peu tombent à l'eau. La longueur du procès, c'est un dépérissement de preuves. Le dernier procès a lieu en 1961 et le retournement de l'opinion publique lassée conduisent donc à un acquittement par défaut, au bénéfice du doute, hein, faute de preuves et Marie Besnard donc, sera relâchée sera innocentée le 12 décembre 1961. Coucou Nordine, comment vas-tu? Marie Besnard, publiera ses mémoires en 1962 et elle va décéder d'un cancer des os à Loudun le 14 février 1980 à l'âge de 83 ans. Elle va refuser l'inhumation et elle va faire don de son corps à la science et ça, je ne comprends pas trop bien. Enfin, à ces époques-là, vous me direz, c'était pas encore pareil, mais elle est décédée d'un cancer, mais elle a quand même pu offrir son corps, à la science et elle emporte, ses secrets avec elle dans sa tombe après avoir, selon une dernière rumeur, pardonné publiquement à Louise, Pintou. Heu, mais
je suis sûre et certain que, je suis quasiment sûre et certaine qu'il y a dû se passer quand même quelque chose, mais de là à dire qu'elle l'a empoisonné, intentionnellement pour en vouloir son décès, faute de preuves, allez savoir. C'est toujours comme ça, quand il y a des choses qui sont, après à ce moment-là, c'était pas encore le même que maintenant. Maintenant, il y a énormément d'avancées au niveau de tout ça, mais à cette époque-là, coucou Chadou, comment vas-tu? Donc du coup, elle s'en sortira, libre et elle vivra encore quand même, de 1961 à 1980, quand même tranquillement. Maintenant, c'était peut-être des spéculations et des jalousies et cetera. Vous savez que, hein, dans les villages, ça va, merci, Chadou, merci beaucoup. C'est dur de tout garder sur soi quand même. Je dois bouffer les gens de l'intérieur. Pourquoi, Nordine? Pourquoi? Hop. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je vais profiter que tu es là pour te mettre ton truc parce que tu viens quand même assez souvent, mais je t'ai pas encore mis hem, ton aidez-moi parce que j'ai mon cerveau qui est gelé apparemment. Ton diamant, heu, communauté, rôle, voilà, ajouter, copier-coller, voilà, hop, voilà et quand Alex repassera, n'hésitez pas non plus à me le rappeler parce que je sais qu'il est souvent en lurk et il a autant droit que quelqu'un qui est régulièrement sur le chat. Après celui qui vient et puis qui vient plus, bah, je le retire, hein. Ah oui, il faut tout sortir, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais après, c'est clair que parfois on le dit, mais vous savez, il y a des fois on ne le dit pas et je sais pas, des fois dans les circonstances, on peut recevoir une lettre de la banque ou autre, qu'on n'a pas forcément l'envie de le dire sans se faire engueuler, puis on se pose une chose et 1000 questions et au soir ça fait des insomnies. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais après on peut pas toujours tout garder. Heu, Même si on peut redouter, une potentielle dispute ou, ou se sentir pas bien par rapport à telle ou telle situation. Après se montrer transparent vis-à-vis des autres personnes, beh, fait en sorte qu'on se sent mieux. On peut se regarder dans une glace. Si on garde tout secret au fond de soi, bah, déjà c'est pas bon pour nous, hein, c'est déjà une chose. Mais, deuxièmement, si l'autre personne, à qui on veut le cacher l'apprend par X ou Y, eh bien, ça peut potentiellement, créer des disputes. Oui, le mieux, c'est de le dire, quitte à se faire engueuler, puis ça passe. Oui, c'est ça, c'est ça. Après, je peux comprendre, hein, parfois, il y a des situations qu'on préfère garder pour soi et mais voilà, face à ces peurs, peur d'une situation et des personnes oui, c'est aussi peur des réactions d'autrui.
Alors parfois, on peut parler d'une situation et on peut être étonné, heu, de, de la façon dont la personne que l'on a en face de nous raisonne. On s'attend à un autre raisonnement et puis au final, beh, on se rend compte qu'on a bien fait de le dire parce qu'au final, ça s'est pas plus mal passé que ça. Donc oui. Donc j'essaierai de vous trouver le film, de Marie Besnard. Moi, je l'ai dans mon PC, hein, mais je sais pas vous le partager ou alors il faut que je le passe dans le Discord, mais le problème, c'est que ça lag pas mal depuis que j'ai ce PC-là. Oui, c'est ça. On sait pas comment les gens le prennent. Oui, voilà, c'est ça. Après, quand c'est quelqu'un dont on a l'habitude, avec qui on a l'habitude, par exemple, de vivre, sa moitié, comme on dit, heu, par rapport au fait qu'on observe les personnes avec qui on vit, on se doute bien de comment les personnes peuvent réagir et là, c'est encore différent. Mais et encore, parfois les personnes peuvent avoir une réaction à laquelle on ne s'attend pas du tout, qui sont complètement à l'envers de ce dont on s'attendait. Ça, c'est clair. Donc ça, c'était pour l'histoire de Marie, Besnard et nous allons passer à l'histoire de Charles Manson. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de Charles Manson et pourquoi j'ai eu l'idée, d'en parler? Parce que justement, il y a un jeu qui est sorti, sur Steam que, Kendro, a fait il y a pas très longtemps. J'étais sur son live. Alors j'ai adoré, son jeu. Je l'ai trouvé incroyable. Il est magnifique. Perso, je n'y jouerai pas, mais vous connaissez, ma façon de jouer et que si ça ne va pas comme je veux, ça ne fonctionne pas et que du coup ça m'énerve et que j'envoie tout péter donc ça ne sert à rien, mais le jeu en lui-même, il est vraiment magnifique et ce jeu est lié à l'histoire de Charles Manson et du coup, ça m'a donné l'idée d'en parler. C'est ça, c'est ça. Après, il faut pas se sentir mal parce qu'ils l'ont mal pris. Oui, oui, j'ai compris, dans une situation. D'ailleurs, bien souvent, on m'a reproché, de dire ce que je pensais, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Mais, au moins, bah, je peux me regarder dans une glace et s'il y a quelque chose qui me plaît pas, bah, j'hésiterai pas à le dire. Après, je dis pas, hein, il y a des fois, j'ai rongé mon frein pour fermer ma bouche. Mais au bout d'un moment, quand il y en a marre, il faut que ça sorte. Donc voilà. Alors, je suppose que vous avez tous entendu parler de Charles Manson et de cette histoire avec la secte. Il s'appelait, Charles Maddox, hein, tout le monde entend parler de Charles Maddox. Idem Lee, bah, voilà, c'est ça et le 12 novembre 1934 dans l'Ohio, il est mort donc, qu'est-ce que je raconte? Il est né le 12 novembre 1934 et il est décédé le 19 novembre 2017, donc il y a pas si longtemps que ça. Mmh. Mmh. Oui, exactement. Je suis d'accord avec toi, Nordine, c'est ainsi qu'il faut fonctionner. Hem il est décédé à Bakersfield, oh, excusez-moi, en Californie et c'était un gourou et criminel américain. Alors criminel, attention que dans le mot criminel, lui n'a jamais tué personne, mais il a fait en sorte que d'autres personnes tuent pour lui. Donc à la base, il est resté il est resté un criminel. Demain, il sera dispo à quelle heure le replay, s'il te plaît? Alors, il sera pas mis demain
parce que demain on est samedi, il sera mis dimanche matin, hem, il sera mis dimanche matin sur YouTube, Choupi. Parce que demain, il y a l'analyse, du live de mercredi qui sort, donc celle-ci sortira dimanche. Et non, c'est pas le soir, c'est à 10 heures du matin, je le mets. Toutes mes vidéos sortent à 10 heures. Que ce soit le mardi, que ce soit le jeudi, que ce soit le samedi, quand il y en a le samedi, parce qu'il y en a pas systématiquement, c'est que quand il y a les trucs, les analyses et cetera, ou les enquêtes, certaines enquêtes, et le dimanche, mais tout sort à 10 heures du matin. Donc à partir de 10 heures du matin, vous pouvez checker vos notifs sur YouTube. Pareil pour les stories, je les mets à 10 heures du matin. Ainsi, pour les personnes qui travaillent et cetera, justement, c'est intentionnel, hein. C'est pour que les personnes, quand elles reviennent du travail, elles aient déjà les notifications. Tandis que si je mets le soir et que les personnes, elles sont occupées à autre chose le soir et qu'elles ne voient pas la notif, elles le voient que le lendemain, voire le surlendemain, eh bien, voilà. Pas demain, dimanche soir. Mmh. Mmh mh, mmh mh. Et puis demain, il y a un live. Demain, il y a le live lecture, donc je vais pas mettre une vidéo le soir pour, comme il y a les lives, donc non, dimanche. Voilà. Eh beh, tu regarderas, dimanche. Voilà, choupi. Donc, comme je vous le disais, pour en revenir à nos moutons, il est dirigeant d'une communauté appelée la Manson Family ou la famille Manson. En pleine période hippie, à la fin des années 60, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Gros bisous ma choupie, prends soin de toi. À demain. Et il se rend célèbre par une série d'assassinats dans la région de Los Angeles en 1969, année de ma naissance. Il est reconnu coupable en 1960, 71, oui, hem du meurtre très médiatisé de l'actrice Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski, alors enceinte de 8 mois et de 4 de ses amis. Il n'a pas commis lui-même les crimes, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il en est reconnu comme commanditaire, donc il est condamné à la peine de mort, commuée ensuite par une peine de prison à vie. En août 1934, avant sa naissance, là on se replonge dans sa petite enfance, Charles Manson, était pas encore né en août et sa mère épouse William Eugene Manson. Et il porte désormais le nom de son beau-père à la suite de leur mariage. Sa mère le laissa se débrouiller avec l'enfant et va disparaître, des radars pendant des jours. Elle passe du temps à aller boire avec son frère et ils vont divorcer en 1937. En 1939, alors qu'il n'a que 9 ans, sa mère est envoyée en prison pour 5 années pour vol à main armée. L'enfant est alors placé chez son oncle et chez sa tante, qui se révèlent être des tuteurs sadiques. Quand sa mère revient, son alcoolisme lui interdit d'obtenir la garde de son enfant et Charles Manson est placé dans une école spéciale dans l'Indiana. Donc il n'a pas eu une enfance, facile, hein. Dès qu'il est petit, dès qu'il est né, il est né au mois de novembre et au mois d'août, c'était déjà la débandade. Donc il n'a pas eu de chance, mais est-ce que ça peut excuser son attitude et sa façon de fonctionner? C'est malheureux. À l'âge de 14 ans, il vole dans une épicerie et du coup, il sera, il suivra une alternance de peine, d'internement pour vol
et pour agression sexuelle, notamment homosexuelle, en maison de redressement. Lorsqu'il aura 16 ans, les médecins le jugent agressif et antisocial. Et lorsqu'il a 18 ans, un psychiatre de sa prison diagnostique un traumatisme psychique et une grande sensibilité blessée par une absence d'amour et un manque d'affection. Après, c'est normal, vu que sa mère ne s'est pas occupée de lui, son beau-père non plus. Il a été chez un oncle et une tante qui étaient, des tuteurs sadiques et méchants. Donc, que pouvait-il se passer d'autre? Mais il se marie en 1955 et il a un enfant lorsqu'il est de nouveau incarcéré. Sa femme le quitte lors de son incarcération suivante et en 1958, il est divorcé. Il devient proxénète d'une femme mineure et il est incarcéré pour avoir tenté d'encaisser un chèque volé. Il s'échappe, à la prison et il va poursuivre ses activités de proxénète et il est incarcéré à nouveau. En prison, au début des années 60, il apprend la guitare et le chant. Il a d'ailleurs fait une chanson qui est connue. Et c'est ainsi que, à la moitié, des années 1967, il avait l'âge de 32 ans, il fonde une communauté hippie, dont il devient le dirigeant, charismatique. Et il va, se présenter comme étant la réincarnation du Christ. Le groupe d'abord appelé Black Bus Charlie par les autres communautés qui avaient peur de Manson, finit par l'appeler la famille Manson. 9 personnes au début et 20 personnes selon les périodes. Essentiellement, c'était des jeunes femmes, forcément. Il s'établit dans une grotte et plusieurs ranchs, notamment, le Spahn Ranch, près de Los Angeles, appartenant à un vieillard qui les loge gratuitement contre des services comme l'entretien du ranch, la gestion des chevaux et lui, le propriétaire, il louait, ses chevaux juste pour faire des, promenades. La famille y vit de vol, de trafic de drogue et les membres du groupe en consomment également. Je vous rappelle que nous étions dans les années hippies et que c'était typique à cette époque-là de consommer, de la drogue et plusieurs enfants vont naître au sein de cette communauté et la communauté est appelée par, le voisinage de garbage people, c'est-à-dire les éboueurs. Parce que les membres fouillent le soir les poubelles pour rapporter de la nourriture à la famille. C'est ça, c'était banal à cette époque-là. C'est exactement ça, Véro. C'était tout à fait normal à cette époque-là de fumer ce que nous on a et ce qui est interdit, au jour d'aujourd'hui est poursuivi. À cette époque-là, c'était vraiment dans les mœurs et même si, c'était pour ainsi dire c'était interdit, c'était classique à ces époques-là de se retrouver entre hippies et de fumer et cetera. Donc ça ne pouvait pas être imputé. Ce qui était imputé, c'était, le vol, le proxénétisme et cetera. Il va créer un album. Je me suis endormie, vraiment désolée. C'est des choses qui arrivent, Sévi. Et au fait, petit aparté, ça va mieux chez toi? Même ceux qui ne fument pas excepté les autres, c'est ça? Après, on était dans un move de tolérance, toi qui as connu, les années, là, tout comme moi, hein, même si on était,
On n'était pas aux USA, que ce soit dans les années, 60 ou dans les années, 70 et même dans les années 80. On était dans une tolérance qui était, incroyable. Les gens n'étaient pas tout le temps en train de juger, alors certes, il y avait, toujours les rumeurs et cetera, mais le jugement que là, qu'on connaît de nos jours, là, en 2025, n'existait pas à cette époque-là. D'ailleurs, je me rappelle très bien que j'avais des amis qui étaient punk, et dont j'ai adopté certains styles et c'était pas, voilà, ils étaient plus dans le love que dans le braquage comme maintenant, c'est ça. Après eux, le problème, c'est que, bah, c'était un gourou aussi et il en vivait du proxénétisme et cetera. Mais dans ces années-là, c'était pas du tout pareil, donc on était beaucoup plus tolérants. Donc c'était encore différent, c'était pas regardé comme maintenant. Maintenant, prenez un pétard, fumez-le et vous allez voir, les gens, directement. D'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, j'étais sur, le live de Hanon et elle faisait comme moi, elle faisait ses cigarettes roulées parce qu'on le sait tous, hein, le tabac, ça coûte super cher. Les filtres, ça utilise beaucoup de sèche donc heu, c'est mieux de faire dérouler. Déjà, les feuilles coûtent beaucoup moins cher que les filtres, hein, on va beaucoup plus longtemps. La cigarette, vous la déposez dans le cendrier. Si vous la fumez pas de suite, elle s'éteint, et cetera. Donc il y a plein d'avantages, à fumer des feuilles et elle est occupée à se faire une feuille, tout en discutant de ce qui se passe, je ne vais pas vous faire des tips, hein, de ce qui se passe en France au jour d'aujourd'hui et il y a plein de gens qui lui ont dit: «Ouais, c'est parce que tu te drogues que tu racontes ça et cetera, bla». Elle dit: «Mais non, je fais juste une cigarette, c'est tout». Donc directement, même sur une cigarette, on vous juge, donc c'est abusé. L'album blanc, Skelter et la guerre raciale parce qu'en associant des extraits de la Bible à des textes de l'album blanc des Beatles, Manson va concevoir une étrange prophétie selon laquelle les Noirs allaient bientôt dominer les Blancs, puis se tourneraient vers lui pour diriger leur nouvelle nation. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? L'album blanc, communément appelé double blanc ou White Album en anglais, est un album des Beatles sorti en 1968, dont Charles Manson fait une interprétation toute particulière. Il utilise le sens prétendu des textes pour provoquer, puis justifier les meurtres de l'été 1969. C'est très grave. À ce niveau-là, c'est très grave parce que il se prend pour un plus qu'un gourou, hein. Il se prend pour Jésus, et pour un sauveur. Heu, la chanson, Skelter, il parle d'une attraction de fête foraine qui consiste à un toboggan en hélice conique et Manson va utiliser les mots, donc ces 2 mots, dans le sens désordonné et confusion. Donc Manson donne ce nom à la vision d'une guerre qui sera apocalyptique entre les noirs et les blancs, qui doit commencer en 1969 et dont lui et sa communauté devraient être finalement les bénéficiaires puisque leur victoire, donc les noirs, incapables de contrôler le monde, se tourneront vers lui pour suivre ses conseils. Donc il se proclame entre guillemets comme étant, le la voix d'une nation. Afin de préciser, la réalisation de cette prophétie, il va demander en août 1969 à quelques-uns des membres de sa communauté d'aller commettre
des assassinats dans les beaux quartiers de Los Angeles, meurtres dont il voulait ensuite faire accuser les Noirs. Donc il fait signer l'un des meurtres commis par son groupe criminel du titre Helter Skelter. Donc c'est énorme, quand je vous parlais, justement de ces meurtres qui avaient été faits en 1969, eh bien, c'est il en retournait de ceux-là. Ils ont, tué énormément de gens pour faire porter, le chapeau aux noirs. Dans Piggies, une chanson de l'album écrite par, George Harrison, métaphore dans laquelle les Piggies sont les membres blancs. Piggy, je vous rappelle, ça veut dire cochon, de la caste dirigeante. Il est dit: «Ce dont ils ont besoin, c'est d'une sacrée bonne raclée». Une phrase que Charles Manson, va apprécier particulièrement. Et évidemment, il va les utiliser encore une fois. Le procureur Vincent Bucolesi fera un parallèle avec ce passage et il va dire: «Vous pouvez les voir sortir dîner avec leurs femmes cochons, attrapant fourchette et couteau pour manger leur bacon» et le fait que, Leno LaBianca fut retrouvé avec un couteau dans la gorge et une fourchette plantée dans l'abdomen, imaginez-vous le foin que ça a fait. Parce que justement, les les morceaux des chansons, il reprenait les phrases des chansons et il les attribuait comme si c'était pour lui et il les utilisait pour tuer des gens et comme dans cette chanson, bah, on parlait de fourchettes, et de couteaux, et que cet homme-là, avait été tué de cette façon-là, on l'a associé donc, au cochon, si vous préférez et heu et il les a tués comme ça, donc c'est aberrant, en fait. Il interprète également à sa manière des chansons de l'album blanc comme I Will, dans l'un des couplets, il est dit que: «Quand finalement je te trouverai, ta chanson remplira les airs. Chante-la fort pour que je puisse t'entendre et qu'il soit facile de te rejoindre». Charles Manson donc, il décèle une indication à écrire une chanson. Il avait un album d'ailleurs en projet, afin qu'on puisse, le retrouver dans son abri au désert et dans l'attente de l'apothéose, eh bien la famille va se cacher, en effet dans un ranch près de la vallée de la mort, une région qui est aride située à la frontière de la Californie et du Nevada. Le procès de la famille Manson sera le plus long et le plus coûteux de l'histoire judiciaire des États-Unis. Et bien que Manson n'ait pas été lui-même présent sur les lieux du crime ou sur les lieux des meurtres, il est déclaré coupable le 25 janvier 1971 ou 71 pour avoir dirigé les assassins et les condamnés, il est donc condamné le 29 mars à la peine de mort. Cette sentence est communée en une peine de prison à vie, après l'annulation par la Cour suprême des peines capitales jugées avant 1972. Ce qui veut dire que même s'il n'était pas, pendu ou une injection létale ou quoi que ce soit, si la peine de mort n'était pas mise en place, il avait, écopé de la prison à vie, donc c'était impossible pour lui de sortir de la prison et heureusement parce que imaginez-vous, quelqu'un qui est dans cet état-là, et qui fait autant de choses et autant de mal dans le monde, enfin dans son pays surtout. Imaginez-vous, si, s'il n'avait pas été emprisonné à vie, ce qu'il aurait pu faire. Bon attendez parce que apparemment j'ai un petit bug de réseau.
Je vais regarder à ça de suite, attendez, hein. Heu, mmh. Et puis je reviens vers vous. Attendez, non, c'est là. Sinon vous avez pas de bug vous, ici? Ça a l'air d'aller maintenant. Attendez parce que, mmh, mmh, on va regarder le truc tout de suite, est-ce que tout est bon? Ouais, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Mmh. Vous êtes toujours là? Il y a eu un petit cut vite fait. Ouais, j'ai vu, mais ça fait pas la première fois. Il y a eu plus d'un cut, enfin, vous en avez eu un apparemment, mais moi j'en ai eu plusieurs, comment? Apparemment de cut. C'est ça qui est vraiment bizarre. Bon, enfin, ça a l'air d'être passé, donc c'est bon. On peut revenir à nos moutons, entre guillemets. Il faut savoir quand même que, il a fait énormément de tueries, il a tué énormément de gens, et non seulement il y a eu cette histoire-là, mais en septembre 1975, il y a un autre membre de la famille, Lynette Spicky, qui tente sans succès d'assassiner, Gerald Ford, qui était président des États-Unis à cette époque-là et détenu dans l'établissement médical de Californie, prison d'État. Manson est agressé par un autre détenu, en 1985 et on lui a mis du diluant, de peinture au visage et puis on y a mis le feu avec un briquet. Donc Manson va subir une série de brûlures, du second et du troisième degré sur quand même 20 de son corps, son visage, sa tête et ses mains. Pas terrible. Non, ici aussi, il y a du vent ici, ça bug un peu. Oui, voilà. Mais j'ai vu, hein, parce que ça faisait comme tourner, donc j'avais été voir au truc de réseau, mais c'était revenu apparemment. Donc le 11 avril, 2012, il fait sa deuxième demande de mise en liberté conditionnelle et elle est encore rejetée. Parce que malgré qu'il avait, écopé de la prison à vie, comme c'était avant 1972, il voulait essayer de sortir, mais impossible. En novembre 2009, Matthew Roberts, un DJ californien de 41 ans, annonce qu'il avait découvert à 29 ans que son père biologique était Charles Manson. Il a été adopté et il avait d'abord retrouvé sa mère biologique qui lui avait expliqué avoir appartenu à pendant un petit temps à la secte de Manson et qu'elle s'est trouvée enceinte après qu'il l'eut violée. Elle a ensuite retourné dans sa famille, elle a proposé donc l'enfant à l'adoption, heu, parce que, elle n'était pas capable de l'élever. Je serai pas là demain lundi, oui, pas de souci, Jo, t'inquiète pas. Et comment va ton chat au fait? Donc Matthew Roberts a publié plusieurs documents, dont des éléments de correspondance avec Manson, dans lequel ce dernier va confirmer avoir connu sa mère en 1967 et déclare qu'il pourrait bien être son père. Manson est un autre enfant. Il a un autre enfant qui est, Michael Valentine Manson,
qu'il a eu avec une de ses adeptes, Marie Brenner. Donc il a eu pas mal d'enfants malgré tout, hein. En novembre 2014, l'administration pénitentiaire de Californie annonce qu'il a obtenu une licence de mariage et qu'il va se marier avec une jeune femme de 26 ans. Elle s'appelait Afton, Burton, un truc comme ça. Le 11 février, il annonce que le mariage est finalement annulé car il s'agissait d'un plan macabre pour profiter de sa notoriété. Selon, Daniel Simonet, Burton espérait construire un mausolée en l'honneur du prisonnier à sa mort et d'en faire payer l'entrée. Donc vous imaginez, il y a tellement eu des gens qui ont été marqués par cette histoire qu'ils en sont venus jusqu'à ça. Le 1er janvier 2017, eh bien Charles Manson, en effet, j'ai eu le bug qui s'est mis là. Est conduit en urgence dans un hôpital, pour être opéré pour des lésions intestinales et une hémorragie interne, mais il est jugé trop faible et il est renvoyé en prison 5 jours plus tard. Admis à nouveau dans un hôpital le 15 novembre, il serait mort de cause naturelle dans cet établissement du comté du Kern en Californie le 19 novembre 2017 à l'âge de 83 ans lui aussi, tout comme Marie Besnard. Son corps est congelé pendant 4 mois en attendant que les juges décident à qui le donner. Et c'est finalement l'un des petits-fils de Manson qui en obtient la charge. Les funérailles, auxquelles, une trentaine de personnes ont assisté, dont la fiancée, sa fameuse fiancée qui voulait créer le mausolée, ont eu lieu le 17 mars 2018 à Porterville. Elles seront malgré tout photographiées, dévoilées, dont les photos du corps de Charles Manson, 2 jours plus tard par le site, TMZ, et les cendres ont donc été dispersées dans une forêt de la région. Donc il y a le petit-fils, il a pris le corps en charge, mais il a quand même été, incinéré et dévidé sur une pelouse. Il faut savoir que Charles Manson a quand même essayé de percer, dans la musique, mais que ça n'a pas fonctionné. Mais puis voilà, son nom est associé au prénom de Marilyn Manson que certains doivent connaître, ceux qui écoutent le métal, qui a inspiré le chanteur, pour, composer, son nom de scène, Marilyn Manson. Donc c'est comment encore son nom? C'est Brian Hugh Warner, je pense que c'est ça. Son nom vient de là, hein, Marilyn Manson, voilà, donc il a inspiré pas mal de gens malgré son côté un peu sociopathe, dérangé, donc voilà. Donc voili voilou, je vous ai pas mis de photos, rien du tout. Après ici, ça va être compliqué de les partager. Attendez. Je vais regarder Marie Mesnin, hop. Attendez. J'ai fait une connerie. Mmh. Mmh. Images, photos. Ah ben voilà, justement. Attendez, on va partager l'écran. Alors, présenter, partager l'écran, sélectionner.
Écran 1, voilà, autoriser. Voilà, attendez, je mets le chat là. Attendez, fausse manœuvre. Voilà. Ça, c'était, Marie Messna. Après ici, vous avez l'actrice du film, du téléfilm, il est passé sur TF1 d'ailleurs. C'est elle qui a, oh mais je reviens plus sur le nom de l'actrice, c'est horrible, hein. C'est elle qui a fait le film, enfin, qui a joué le rôle. Hem, mmh. Ah oui, hein, mais dans ces années-là, sinon elle, en vrai, c'était elle, Ryan. Hein, tu vois, c'était elle. Il y a pas mal de podcasts, aussi sur elle. Elle a fait beaucoup, beaucoup parler d'elle, hein, c'est encore elle. Ça, c'est son livre. Ah non, c'est un DVD. Il y a aussi son livre, elle a écrit un livre. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faits sur elle, c'était elle. Muriel Robin. Merci Jo. Merci beaucoup. En plus, je l'ai vu le film, hein, je me rappelais plus, mais je l'ai vu le film, c'est elle, voilà. Ça, c'est, le film et ça, c'est elle dans la vraie vie. C'était, avec une avocate. Vous l'avez encore ici. Hem, là, mais Muriel Robin joue un très bon rôle, là-dessus, c'est un très beau film. Donc voilà, ça c'est pour elle et alors, attendez, il faut que, parce que, mmh, faut que je revienne sur mon écran de début. Hem, mmh, oh et attendez. Mmh, Charles Manson, le voilà, hein, ici. En plus, je trouve qu'il faisait vachement peur, hein. C'est quand il était co-détenu. Après, il y a eu pas mal de films, ça je pense que c'est un livre, ouais. Charles Manson, le gourou du rock, 38 € à la Fnac. Hem, il y a eu des films, hein, là-dessus aussi, il y a eu des films, je pense que ça c'est oui, c'est la biographie, heu, ça c'est, mmh, je pense que ça vient du film ça. Ça c'est Charles Mills. Voilà, là vous l'avez en dessin. Charles Manson, le tueur qui a fabriqué sa propre mythologie. C'est vraiment ça, en fait, hein, c'est un truc de fou. Ça, c'est lui, quand il était, plus âgé. Voilà, vous avez, quand il était jeune et quand il était âgé. Il avait quand même une bonne tête d'Atassa, hein. Direz ce que vous voulez, mais il y en a, ils le portent sur le visage, hein. Mais là aussi, hein, il y a eu des films, hein, si jamais, vous voulez que je cherche, je chercherai si je trouve, mais si je trouve des liens, je vous les envoie, je vous les mets dans les documentaires. De ouf, hein? Bon allez, on va revenir, tac, on arrête le partage, je coupe ça, je reprends mon truc et hop, je le mets là et voilà, c'est bon comme ça. Grave.
Mmh. Il y en a un, ça va, enfin moi je trouve que Marie Mesnard, ça se voyait pas, sur son visage. Si ça a été une tueuse vraiment en série, je trouve que ça ne se voyait pas sur son visage. Par contre lui, ça se voit comme le nez au milieu du visage, hein. Il avait vraiment une tête à ça, hein, vraiment à ça. Donc voilà, voilà. Lundi, on parlera Zach Bagans a de nombreux items, lui ayant appartenu dans son musée. Ah, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Il a un visage dur, mais lui laisse tomber, mais fait vraiment c'est ça. Non seulement il a une tête de tueur, mais il a aussi la tête de quelqu'un de pas très équilibré, hein. Moi, je pense qu'aussi son enfance l'a façonné. Déjà à la base. Peut-être que s'il avait eu quelqu'un, auprès de lui qui l'aurait dirigé dans le bon sens, qu'il aurait été dans le bon sens. Mais malheureusement, je pense que ça n'a pas été le cas. Il a acheté la maison de l'horreur aussi, je pense. Oui, je pense aussi. Un psychopathe, oui. Après, il y en a plein des psychopathes, hein. Et peut-être que s'il avait été pris en charge par quelqu'un de bienveillant, peut-être qu'il serait pas devenu ce qu'il était, Stella. Mais bon, ça, on ne le saura jamais malheureusement, hein, mais je pense que certaines personnes qui vivent de grands traumatismes, malheureusement. Tu veux quoi mon petit? Jadou, tu veux quoi mon petit? Tu veux quoi mon petit? Dit-elle. Ah là là. Donc voilà. Ça me fait rire. Demain, on se retrouve pour le live lecture. Non, rien main grande. Ouh là là. On se retrouve pour le live lecture, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je voulais souhaiter un bon anniversaire à Caro, c'était son anniversaire hier. Je lui ai souhaité dans le Discord, mais elle n'est pas là. N'hésitez pas à aller voir dans le salon, anniversaire. Je pense qu'il y a que moi qui lui ai souhaité. Dans le salon anniversaire, oui, voilà, il y avait, son truc, il y a que moi qui lui ai souhaité hier. Donc à lui faire coucou. Alors quand tu penses qu'il a choisi de vivre ça avant sa naissance, ça laisse bizarre quand même. Oui, hein, et ouais, mais il faut savoir que les personnes qui ont participé avec lui, heu, aussi ont choisi ça. Je lui ai souhaité aujourd'hui, toujours en décalage avec oui, moi je lui ai souhaité aussi, et je voulais, lui dire en live, mais comme elle était pas là, je pourrais pas lui dire, elle n'est pas là. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir dans le Discord et lui mettre un petit mot, ça lui fera plaisir, je pense. Donc voili voilou. Sur ce, nous allons aller faire le raid. Tu as bien fait. Hem, on va aller chez Simia, hein, et demain, on verra chez qui on va. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Demain, on fera, de la lecture, mais je vais un peu laisser les témoignages paranormaux et on va prendre des histoires, paranormales et on va aller là-dessus. On va changer un petit peu.
reviendra après. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à demain. Il y a de fortes chances pour que je repasse par le même logiciel demain parce que ça m'étonnerait que comment que j'ai le temps de regarder avec Angel. Lily, si je peux me permettre, il y a Sandro en para ce soir. J'irai. Il fait une enquête ou juste un live normal, discussion? Allons chez Simia, je connais pas. C'est cool de découvrir. Gros bisous et à domani. Attendez, hein, parce que là, je suis obligée de rester parce que j'ai même pas fait les POV, rien du tout. Oui, en enquête. Je vais venir, dis-lui que j'arrive. À demain.